Bonjour à tous, merci à ceux qui nous ont déjà rejoints. On va attendre encore quelques minutes de voir les derniers participants se connecter pour pouvoir commencer la session. Merci Julia. En tout cas, pour ceux qui nous ont rejoints, bonjour à tous. N'hésitez pas de vous munir de votre plus belle tasse à café ou tasse de thé pour les 45 minutes qu'on va passer ensemble avec Bertrand. Bonjour à tous et toutes. Moi, je pense qu'on a prévu un bon programme aujourd'hui pour nos amis. Ouais, il y a des choses intéressantes, il y a des mises en perspective, il y a des réponses tactiques, il y a des enjeux stratégiques. Donc voilà, puis on espère surtout des questions pour y répondre. Voilà, et avoir deux éclairages différents. C'est un duo assez original, je trouve. Et voilà, et ça donnera deux points de vue sur aujourd'hui les nouveaux leviers et les nouvelles façons aussi, les nouvelles tactiques pour engager les clients, mieux les fidéliser, les garder à bord de chaque marque. Bon, bah, top. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Nous aurons Julia et Charlotte qui seront un plaisir de pouvoir nous interrompre et de partager les questions que vous pourriez avoir. Vous n'avez rien loupé pour les personnes qui viennent de se connecter. On est juste en train de meubler avec Bertrand pour permettre effectivement aux derniers retardataires de finir leur meeting précédent probablement et de nous rejoindre sur ce Zoom meeting. Voilà, et vous êtes plus de 100 inscrits, donc merci déjà à tous les inscrits, merci aux présents, bien évidemment. Et puis, ce webinaire, il sera aussi en replay, hein, la vidéo s'est enregistrée, donc on pourra bien évidemment aussi vous l'envoyer. Donc, n'hésitez pas aussi à l'enrichir avec vos points de vue, vos retours d'expérience. C'est comme ça qu'on construit des belles choses. Et donc, si on a une bonne note en termes de NPS, peut-être qu'on pourra diffuser certains extraits directement sur le Nasdaq. Ouais, bah, c'est hyper important. C'est un des premiers critères contributifs à la fidélité client, la bonne recommandation. Donc voilà, si vous recommandez ce webinaire à un proche, Equancy Insider, on sera ravis. Bon, bah, top. Je sens que nos speakers sont chauds, donc on va pouvoir commencer. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de nous rejoindre. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire exceptionnel co-organisé par Insider et Quancy sur un sujet ô combien crucial, stratégique et d'actualité qui est la fidélité client et plus largement ses nouvelles dimensions et ses nouveaux canaux. Donc, si on peut passer sur le slide suivant. Donc, cette séance sera donc animée par Cindy, qui est directrice commerciale, directrice des partenariats chez Insider, et par Bertrand, qui est associé et directeur des stratégies clients chez Equancy. Vous me direz, vous avez, je ne m'en doute pas, très envie d'avoir plus d'informations sur Cindy et sur Bertrand. Donc, sachez que Cindy, depuis 15 ans, en fait, c'est une experte du SaaS et de la MarTech. Voilà. Et que grâce à sa double approche commerciale et partenariat, elle est capable d'accompagner les plus grandes marques françaises et européennes dans l'optimisation de leur expérience client, dans le déploiement d'un stack techno vraiment optimisé. Et elle sait les challenger quand c'est nécessaire, leur faire se poser les bonnes questions pour être toujours meilleure. Quant à Bertrand, son parcours n'en est pas moins glorieux. Bertrand, il est associé et directeur des stratégies clients chez Equancy. C'est un super expert de la fidélité client. Il a notamment conçu les campagnes de fidélité de Picard, Guerlain, Club Med, des toutes petites marques que personne ne connaît. Sa spécialité, c'est donc la définition, la construction et le déploiement d'une stratégie client qui cartonne. Et il travaille notamment avec de nombreux acteurs du luxe et du retail. Voilà. Portrait rapidement brossé de nos deux speakers, à qui je vais laisser la parole. Une petite précision encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat. On prendra des questions au fur et à mesure de la séance et on prendra évidemment du temps en fin de séance pour répondre à tout, je l'espère, sinon à un maximum. Et si certaines questions sont restées en suspens, nos speakers reviendront vers vous avec une réponse construite. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Julia, en tout cas, Merci. on a bien fait de venir. Quelle Ouais. introduction pour ce jeudi matin. Donc, on est ravis de pouvoir passer ces 30 minutes, 45 minutes avec vous. On avait envie avec Bertrand d'avoir un format beaucoup plus conversationnel pour changer un peu des webinaires habituels que vous avez pu déjà suivre. Donc, n'hésitez pas en tout cas à interagir avec nous, on sera très contents. En plus, on adore ça en règle générale. Mais je pense que j'aimerais démarrer cette question, Bertrand, pour peut-être expliquer à notre audience aujourd'hui pourquoi on a eu envie de faire ce webinaire et cette thématique en particulier sur la fidélité.
Ah, ouais, non, c'est un bon point, toujours cette mise en contexte, je pense que c'est important. Bah, déjà parce que moi, ça fait 15 ans, 20 ans que j'accompagne des marques sur leur stratégie et de fidélisation, la construction de leur programme. Et ce que je vois, c'est que tous les 10 ans, en fait, les leviers, ce qu'attendent les clients aussi, les exigences des clients et ce que les marques proposent à leurs clients évoluent. Donc ça, on va voir, on va en parler rapidement en introduction. Mais surtout, je crois qu'on vit un momentum en ce moment. Déjà, nous, en tant que cabinet conseil en stratégie et data, on a beaucoup de clients qui viennent nous demander, qui nous posent des briefs, des appels d'offres sur justement l'engagement, les programmes d'engagement, les stratégies de fidélisation, la connaissance. Et ça, c'est lié à trois choses, pour moi, une espèce de triple momentum. Le premier, c'est celui qu'on a tous connu avec le confinement, et on s'est rendu compte de l'importance majeure d'être en relation avec ses clients. Voilà, quand ils ne viennent pas dans les magasins, comment on fait pour continuer à leur parler, faire de la présence à l'esprit, leur raconter des histoires intéressantes, les garder à bord de la marque et leur donner envie de réacheter. Et ça, il y a eu une focalisation sur ce sujet-là. Le deuxième momentum, c'est quelque chose de plus technique, c'est la fin des cookies tiers. Et on s'est rendu compte aussi de l'importance stratégique de construire ce qu'on appelle une base de données avec la first party data, de la donnée qui nous appartient, qu'on peut opérer, analyser, mieux connaître ses clients, mieux l'activer, mieux l'exploiter. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a un contexte aussi économique, c'est-à-dire que là, on voit bien avec l'inflation, hein, il y a un déficit de pouvoir d'achat qui touche pas mal de foyers français, mais pas que. Hein, c'est une crise quasi mondiale. Et les gens se rabattent aussi sur les avantages aussi des programmes de fidélité, la continuité. Ils cherchent, voilà, il y a des réductions, des récompenses, et il y a une montée aussi en puissance là-dessus de l'inscription au programme et d'usage aussi des leviers de fidélisation. Donc tout ça fait que ça devient très très stratégique aujourd'hui, et voilà, c'est une très belle réponse, je trouve, des marques pour aider aussi leurs clients et leur permettre aussi voilà, de consommer mieux, de continuer à vivre cette histoire que les clients ont avec les marques. Merci beaucoup, Bertrand. De mon côté, peut-être pour compléter cette introduction, ce qui était important pour nous, c'est de se dire que grâce à ce duo entre une plateforme relativement puissante et également un accompagnement conseil, ça va nous permettre, autour du sujet de la fidélité, de finalement être inspirationnel, de vous délivrer aussi des leviers sur les nouvelles tendances, de également être très empathique dans notre démarche, puisque les sociétés de conseil sont très proches de leurs clients et connaissent en fait le quotidien. Donc voilà, également vous aider sur des sujets de cadrage, comment on s'y prend, comment on arbitre. Et enfin, le troisième point, c'est pour avoir finalement un peu de retour sur investissement sur le temps que vous avez bien accordé, vous avez bien voulu nous accorder, donc se dire qu'on va également vous partager partager avec vous quelques takeaways, donc des tactiques très spécifiques pour illustrer justement les nouveaux leviers. Donc, une fois que nous avons dit ça, en termes d'agenda, donc on va commencer sur une première partie pour justement faire le point, prendre un peu de recul justement sur les programmes de fidélité, donc les nouveaux paradigmes que tu as mentionnés, également les nouvelles tendances. On verra en fait 3 facteurs clés de succès que je vais essayer d'illustrer au travers d'une réponse grâce à la solution Insider et notre positionnement. Et enfin, on aura la conclusion. OK, super. Donc, oui, première mise en perspective, hein, mais si on se redit finalement un peu d'où ça vient, comment ça vraiment c'est devenu un objet marketing, bah, pour moi, il y a eu un momentum avec les compagnies aériennes et c'est Southwest Airlines qui invente au début des années 80 le premier programme de fidélité. Pourquoi? Parce que pourquoi on invente un programme de fidélité et de levier de fidélisation? Parce que justement, le mix marketing ne suffit pas. Le produit est similaire. Enfin, il n'y a rien de plus similaire que de prendre un avion avec Southwest Airlines que de prendre un vol avec Delta Airlines ou American Airlines. C'est les mêmes avions, c'est tous des Boeing à l'époque, c'est les mêmes horaires, c'est les mêmes aéroports, c'est les mêmes temps de trajet, c'est souvent les mêmes prix. Et donc, comment on crée la préférence? Et Southwest Airlines a cette idée d'inventer des miles qu'on offre aux clients à chaque fois qu'ils volent avec nous, de leur façon à créer un avantage. Et les clients, ce qu'ils attendent, pourquoi ils donnent leur fidélité à Southwest Airlines, c'est d'être récompensés. Quand je fais 10 vols avec Southwest Airlines, je veux bien une petite réduction. Années 90, c'est la prime au programme partenaire. Et donc, on se souvient tous des fameux Smiles où finalement on peut acheter des billets de train et puis avoir des réductions chez Decathlon ou chez des enseignes comme Monoprix. Voilà, un des programmes de fidélité dans le secteur de l'hôtellerie, par exemple, qui était longtemps primé
meilleur programme de fidélité au monde dans son secteur, c'est Starwood Preferred Guest, parce qu'il avait plus de 200 partenaires adossés à son programme de fidélité. Et donc, les gens cherchent des avantages en consommant régulièrement chez les marques. Et puis, année 2000, c'est l'explosion des solutions CRM. Hein, c'est les Siebel, c'est les PeopleSoft, c'est l'Epiphany, c'est Salesforce, bien évidemment. Et ce qui compte, la marque, enfin, le client a toujours la mémoire relationnelle en fait, de ses interactions avec la marque, mais la marque ne l'avait pas. Et donc, ces solutions nous permettent d'équilibrer le jeu, en fait, et de redonner à la marque la mémoire, de traquer, en effet, de suivre toutes les interactions que le client peut avoir avec la marque et ses clients. 2010, on a entendu trois gros mots, marketing, hein, dans le marketing client. On a énormément parlé, et on en parle encore beaucoup, d'expérience client, de big data et de social CRM. Et à travers ces trois jours, avec l'expérience client, ce que veulent aujourd'hui les clients, c'est être émus, bien évidemment, par les marques. Elles leur offrent des expériences de plus en plus émotionnelles. À travers le big data, c'est d'être aussi co-créateur de la marque. Hein. Et puis, à travers le social CRM, eh bien, c'est la prime à l'UGC, à l'User Generator Content. On s'aperçoit qu'il y a un prisme de confiance et d'authenticité quand les consommateurs prennent la parole au nom de la marque qui est très, très forte. Et on invite bien évidemment nos clients, nos ambassadeurs, nos fidèles, nos loyaux à parler de la marque. Et puis, année 2020, on voit deux choses qui durent encore, ce que j'ai appelé la raison d'être et l'hyper-personnalisation. La raison d'être parce que de plus en plus, on veut, et le client veut se reconnaître, être soi chez les marques. J'ai appelé ça comme ça, c'est-à-dire il veut partager un corpus de valeurs, voilà, d'engagement, de combat de marque. Hein. Il y a plein d'études qui montrent qu'aujourd'hui, les citoyens attendent plus des entreprises que des institutions pour faire bouger les choses en termes d'environnement, en termes d'inclusion, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, bien évidemment, l'hyper-personnalisation, pas seulement, je dirais, des communications, mais aussi des produits et des cadeaux. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui fait que, voilà, on se retrouve en tant que consommateur, client, je préfère ce mot-là, chez les marques. Voilà, et puis j'en parlais, hein, il y a ce momentum. 54% des personnes ont arrêté d'acheter une marque en raison de la hausse des prix. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Hein. On le voit, nous, on suit pas mal de marques, on a fait des algorithmes de promo-sensibilité et on voit bien qu'aujourd'hui, les promophiles sont de plus en plus promophiles et ce segment de clientèle eh bien, a tendance à grandir quand il y a une contraction, comme on le voit aujourd'hui sur les prix et une inflation. Et du coup, phénomène de balancier, 67% des foyers français mis sur les cartes de fidélité en période de crise et ça remet au goût du jour, en effet, l'intérêt, l'utilité, l'usage de ces fameux leviers de fidélisation. Voilà. Et puis, d'un côté, on regarde aussi, il y a eu un long débat sur le fait que les consommateurs n'étaient pas satisfaits de leur programme de fidélité. On pouvait très bien faire du CRM et de la bonne gestion de la relation client et de l'engagement sans forcément avoir un programme de fidélité. Aujourd'hui, c'est remis au goût du jour. Et les programmes de fidélité sont aussi sommés d'évoluer et de proposer aussi des nouveaux leviers à leurs membres. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on voit, hein, toutes les études montrent que quand on a un programme de fidélité, c'est en moyenne 18 à 20% de valeur client annuelle supérieure pour un membre versus un non-membre. Donc, ça génère de la valeur. 70% des consommateurs sont susceptibles de recommander une marque si son programme de fidélité est positif. Donc, ce fameux NPS aussi sur la marque, il est important. Quand le programme me parle versus quand la marque me parle, c'est aussi 15 à 20% de taux d'ouverture de toutes les sollicitations, de tous les touchpoints, de tous les emails que le programme envoie à ses clients. Et puis, les clients aussi adaptent, modifient leur comportement d'achat pour bien avoir leur prime plus tôt, pour ne pas perdre leurs points, pour bénéficier de leur avantage. Et donc, ce fameux 18% de valeur en plus, eh bien, il accélère la fréquence d'achat et il augmente la valeur client. Et bien évidemment, tout le monde est content. Le client s'y retrouve parce qu'il a des avantages, des réductions, des services et des expériences parfois.
Et puis la marque, bien évidemment, s'y retrouve parce que son programme lui permet d'augmenter sa valeur client. Et ça, c'est prouvé. Et c'est pour ça aussi que les marques s'engagent, je dirais, à fond de balle en ce moment sur ces sujets. D'ailleurs, ce chiffre des 18%, il est intéressant. Ce serait également un bon exercice pour notre audience aujourd'hui. N'hésitez pas à partager dans le chat si c'est effectivement un chiffre qui vous étonne, si c'est proche de votre réalité au quotidien. Ce serait effectivement un joli benchmark pour nous aujourd'hui. On a justement, Cindy, si je peux me permettre, on a justement reçu une question sur ces fameux chiffres. Est-ce que ces chiffres sont les mêmes en B2B? Est-ce que la tendance est la même? Alors, oui, il y a toujours, il y a toujours un écart de valeur entre un client membre et un client non membre. Et ça, que ce soit en B2C ou en B2B. Je n'ai pas, ça, c'est des chiffres B2C. Je n'ai pas les chiffres pour le B2B. Voilà. Mais si d'autres dans la salle participants l'ont, avec plaisir pour écouter leur retour sur le sujet. Donc, on a vu les différents paradigmes. On a partagé avec vous quelques chiffres justement sur l'importance d'un programme de fidélité. Aujourd'hui, quand on a préparé ce webinaire avec Bertrand, j'ai été vraiment, comment je pourrais dire, captivée par justement ces 7 nouvelles tendances que tu perçois, que tu pressens sur le marché. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Si on commence par la première, c'est l'omnicanalité. On le sait tous, dès qu'un client achète dans plusieurs canaux d'achat, il augmente en moyenne sa valeur de 30%. J'achète qu'en boutique, j'achète qu'en e-commerce, j'achète sur les deux. Généralement, ces clients-là ont 25 à 30% de valeur client annuelle supplémentaire. Il se passe un peu la même chose en termes de communication. C'est-à-dire, dès que je mets à disposition de mes clients un canal de communication supplémentaire, du WhatsApp, un wallet, un text message via SMS, eh bien, on augmente la présence à l'esprit et la facilité de contactabilité à la marque. Nordstrom, qui est une marque retailer américain bien connue, souvent plébiscitée pour sa stratégie client, récompense en fait ses clients qui téléchargent l'app parce qu'ils savent qu'ils auront une proximité plus forte à la marque et donc un comportement d'achat plus vertueux. Le deuxième, c'est ce que j'ai appelé le service client mémorable. On a tous cette espèce de lassitude sur « Ah oui, une carte avec des points. » Voilà, on veut quelque chose d'emblématique, on veut quelque chose qui aussi symbolise et incarne l'ADN de la marque. Bio C'est Bon le fait très, très bien avec son service de plan de sitting. Et quand on présente le programme de Bio C'est Bon, eh bien, on dit OK, c'est un programme, tu pars l'été, au mois d'août, tu en as marre, tes plantes, elles meurent, elles crèvent de soif, c'est toujours compliqué. Eh bien, eux, ils proposent quelqu'un parce que voilà, c'est dans le côté bio, donc le côté j'aime la nature, les plantes, etc. Et ils vous permettent d'avoir quelqu'un qui arrose vos plantes pendant l'été. Donc, c'est extrêmement malin, c'est extrêmement bien trouvé et ça permet aussi de créer beaucoup d'empathie pour cette marque. La contribution social, on en a parlé. Ce qui est nouveau et ce qui va de plus en plus, c'est qu'on demande aujourd'hui aux solutions CRM, aux moteurs de fidélisation, d'aller aussi récompenser la contribution sociale des clients. Marriott, par exemple, va donner jusqu'à 500 points, ce qui représente $50, ce qui est absolument pas rien, pour exploiter une photo d'un client, un de ses hôtels, voilà, une très belle photo, il dit voilà, vous contribuez. Et si on peut la mettre dans la présentation de nos établissements, eh bien, on vous donne 500 points, ce qui est un équivalent de $50. Donc ça, voilà, il n'y a pas plus d'achat, c'est juste la contribution sociale du client. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. L'abonnement, bien évidemment, aussi revient en force. C'est marrant parce qu'il a été assez discrédité pendant un moment. Il y avait ce côté un peu vieillot, je suis abonné à. Et puis, Amazon est passé par là avec Premium. Netflix, bien évidemment, est passé par là. Et ça a donné un coup de jeune radical à l'abonnement. Et puis, on voit aussi, c'est un peu le Graal pour moi de la fidélisation. Dès qu'on a un client qui est abonné, eh bien, c'est de la valeur supplémentaire. Carrefour, qui a lancé ça à Rouen, constate qu'en moyenne, les clients abonnés ont un panier 30% supérieur aux clients non abonnés. Donc là aussi, voilà, c'est une facilité qu'on offre aux clients. Et derrière cette facilité, eh bien, il y a une captation finalement de la part de voix qu'on occupe chez le client qui est colossale. La gamification aussi, elle marche très, très bien pour certaines marques.
pour faire de la qualification. Je crois que tu nous en parleras après, après, Cindy. Waouh, hein, les défis Waouh, voilà, c'est des défis qu'Auchan adresse à ses clients régulièrement, qui leur permet de cagnotter, voilà, et de gagner des réductions à chaque fois qu'un défi est rempli. Un défi étant, je consomme un certain montant pour une marque et ça me permet d'avoir plus de cagnotage. Les communautés aussi, ça c'est extrêmement intéressant. On rentre là aussi plutôt, et là on vraiment prend le parti du client. C'est ce que j'aime beaucoup. Decathlon, voilà, qui est toujours une référence. Ils ont encore, là j'ai vu, été élu deuxième enseigne préférée des Français, donc qui est toujours, bravo à eux, qui est toujours une référence dans sa stratégie client, a arrêté son programme de fidélité pour construire des plateformes d'événements sportifs. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ils ont arrêté d'appeler leurs clients des clients. Ils ont compris qu'il fallait les appeler des sportifs. Donc, je suis tennisman, je suis yogiste, je suis runner, je suis skieur et j'anime une communauté de runners avec des propositions d'entraînement, des propositions de se retrouver le samedi matin pour courir ensemble, d'échange de matériel. Voilà. Et là, on sent bien voilà, l'utilité de la marque qui prend une part plus grande dans le quotidien de ses clients et qui n'est pas dans une relation uniquement transactionnelle avec ses clients. Et puis, dernier sujet aussi, c'est le conversationnel. Il ne faut pas oublier ça. Glossier, une fameuse marque de make-up et de beauté, a un des plus forts taux d'engagement parce que tout chez Glossier est fait pour créer des conversations finalement avec ses clients. Et quand on permet comme ça, quand on ouvre finalement un porte-voix à ses clients, ça permet d'énormément échanger avec la marque, ça crée du lien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu tout ce qu'on cherche. Ça crée du lien, ça crée des relations et ça crée des relations pérennes. Et le conversationnel est aussi un formidable levier pour mieux engager les clients. J'aurais un certain nombre de questions, mais je regarde également le temps qui passe. Peut-être juste, j'en choisirai une pour l'audience aujourd'hui et n'hésitez pas encore une fois à nous partager les vôtres directement dans le chat. Mais du coup, quand on est une marque avec les différentes possibilités qui s'offrent à nous, qu'on soit innovant, un peu moins innovant, du coup, comment on fait pour choisir son programme de fidélité ? Je crois qu'il y a deux choses. Il faut toujours faire un exercice d'introspection, voilà, c'est-à-dire savoir, on ne va pas forcément aller proposer du conversationnel si on n'est pas une marque voilà, où il y a beaucoup d'échanges sur son sujet. Bio C'est Bon a choisi voilà, quelque chose qui incarnait finalement leur positionnement sur le bio, la protection de la nature, et c'est très, très juste, quand Glossier a préféré faire un travail, voilà, toutes ces clientes qui souhaitaient échanger leur coup de cœur, partager leur make-up, leur look, la mode du selfie aussi, c'était très, très juste. Et puis poser la question au client. Donc, c'est toujours cette espèce de parfait équilibre qu'il faut trouver entre qui on est profondément et qu'est-ce qu'on a envie de proposer aux clients. Et puis, qu'attendent de nous nos différentes clientèles. Et la bonne réponse, c'est de trouver la bonne idée. Et souvent, c'est plusieurs idées. Ce n'est pas l'omnicanalité qui fait que subitement, les clients vont devenir hyper engagés. Et puis derrière, on le verra aussi, il y a toute une série de tactiques, c'est-à-dire au-delà de ces tendances, il y a aussi dans l'activation client, et c'est le rôle aussi d'insider, et on voit bien que ça prend de plus en plus d'importance, la façon d'adresser sa parole au client, la façon de scénariser ces différents leviers devient tout aussi importante pour moi que finalement les piliers d'une stratégie de fidélisation. D'accord. Alors, poursuivons sur, effectivement, rapidement, on parlait de ce prisme transactionnel versus émotionnel. Ouais. C'est en effet tout il y a 20 ans, on construisait des programmes et l'objectif, c'était de fidéliser les clients et on parlait de fidélisation. Et aujourd'hui, on veut beaucoup plus les engager. Donc, le sujet au début, c'est celui de Southwest Airlines dans les années 80. Comment retenir le client par une mécanique essentiellement transactionnelle, et j'invente des miles. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a rééquilibré la relation. C'est comment je mets à disposition de mes clients des services,
des canaux, des techniques qui lui permet aussi d'exprimer son engagement et lui favorise sa décision de rester à bord de la marque et de réacheter. Donc, on est vraiment on supporte le client, on lui met à disposition des choses qu'il attend, qui lui permet finalement de se dire, je me reconnais dans cette marque-là, j'ai envie de prolonger la relation avec cette marque-là. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Déjà, c'est beaucoup plus équilibré en termes de relations et ça ouvre le champ à sans arrêt remettre sa stratégie de fidélisation sur l'ouvrage et trouver des nouvelles idées pour engager les clients. Top. Alors du coup, moi j'aime beaucoup la simplicité, on s'est dit beaucoup de choses aujourd'hui. Finalement, si on veut mettre en application et si on veut résumer, quels seraient pour toi les 3 grands piliers ou les 3 grands facteurs de succès d'un programme de fidélité? Voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une prime à l'accessibilité, il y a une prime à la contextualisation et bien évidemment, il y a une prime à la simplicité. L'accessibilité, c'est tout ce qui va être la joignabilité. Aujourd'hui, avec Internet qui a contracté, je dirais, l'espace, on a accès à tout, on ne supporte pas de ne pas avoir accès à. Et donc, on veut être joignable, contactable par tous les canaux, dans tous les créneaux horaires, et c'est extrêmement important. Et les marques qui se rendent le plus accessibles possible, eh bien, le retrouvent directement en termes de chiffre d'affaires. Un simple exemple, American Express, on sait que quand on burn ses points, quand on redeem, quand on brûle ses points, eh bien, on perçoit enfin les avantages de sa carte et du coup, on se dit, OK, j'ai raison de payer cette cotisation-là et cette carte. Et donc, mais avant, c'était très compliqué de brûler ses points. Aujourd'hui, quand vous achetez un billet d'avion, un billet de train, vous avez une pop-up qui vous dit, est-ce que vous souhaitez utiliser vos points pour ce trajet, voilà, pour ce vol, pour ce trajet. Et du coup, il y a une présence à l'esprit, vous dites c'est extrêmement malin et ça vous encourage, tiens, oui, ça me donne 30, 50, 60 euros sur mon billet et ça marche très, très bien. Quand on met aussi sa carte de fidélité dans le wallet, on constate que voilà, il y a une augmentation de la fréquence d'achat qui est x2 parce que je n'ai pas ma carte avec moi, elle est forcément dans mon mobile, je sais où elle est, je ne mets pas 1 heure pour la rechercher même si elle est dans mon mobile, c'est extrêmement bien. Quand on ouvre un canal WhatsApp, les taux d'ouverture, les taux d'engagement sont beaucoup plus élevés. Donc, dès qu'on est très accessible, ça fonctionne. Le deuxième sujet, c'est la contextualisation. La contextualisation, elle vient finalement de la data. Soit de la data qu'on connaît, on est capable de prédire à quel moment va racheter un client, et donc à ce moment-là, on lui fait la bonne offre avec le bon produit sur le bon canal, ou on exploite, comme l'exemple qu'on a choisi, c'est Burton qui le fait très très bien, qui change la page d'accueil de son site Internet en fonction de la météo du jour. Donc, il pleut, on va plutôt vous présenter des kawaii, etc. Et on constate 11,6% de taux de conversion parce qu'il y a une étude de l'OCDE qui montre que 40% de nos comportements d'achat sont impactés par la météo. Et donc, exploiter le contexte météorologique, climat des clients, c'est une prime aussi à la conversion. Et le dernier sujet, en effet, c'est la simplicité. Je ne sais pas si vous suivez, mais le Global Simplicity Index, on le suit régulièrement. Chaque année, 64% des clients sont prêts à payer plus pour obtenir une expérience plus simple. Donc ça marche aussi très, très bien. Nous, on travaille pour AXA, qui a longtemps trusté, je dirais, les fins de page du Global Simplicity Index. Et à un moment, ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont décidé de simplifier quasi à l'extrême, en fait, les process de souscription à une assurance et de développer un service de comparaison aussi des assureurs qui s'appelle quelmeilleurservice.com. Ces 2 initiatives ont permis d'augmenter de 5 points le taux de conversion. Donc, la simplicité paye, l'ultra-accessibilité paye et l'ultra-contextualisation paye aussi. Et voilà. Et donc, il faut scénariser absolument, il faut travailler sans cesse à être plus simple, plus personnalisé, plus contextualisé et plus accessible pour ses clients. Voilà, parce que ça crée de l'usage et de la fréquence derrière. Donc, en transition, retenez bien ultra accessible, ultra contextualisé et ultra simple. Et ce que je me propose maintenant de faire pour cette deuxième partie de webinaire, c'est de partager avec vous quelques cas d'usage qu'on serait en mesure de pouvoir proposer côté Insider. Et la bonne nouvelle pour l'audience qui nous écoute aujourd'hui, c'est même si vous avez un stack existant, un stack technologique existant déjà bien garni, ce sont des cas d'usage qu'on peut faire en additionnel, en incrémental, sans remettre en question toute votre situation technologique. Donc, tu parlais effectivement en termes de canal d'innovation, en termes sur la partie ultra accessible, donc WhatsApp, qui est effectivement un canal que Insider propose. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'effectivement,
comme le disait Meta dans une conférence qu'on a animée avec eux, donc Guillaume notamment, expliquait que WhatsApp, ce n'est pas juste en Asie, ça arrive et ça débarque vraiment en Europe. Côté client, l'impact, c'est qu'il va falloir justement, pour se différencier, pour aller avec l'air du temps, donc vraiment se saisir de ce nouveau canal de communication et de le faire avec les bons partenaires qui vont être référencés côté Meta. Donc, c'est le cas effectivement d'Insider, puisqu'on a en fait tous les tuyaux, je reprends ces termes qui sont effectivement branchés. Ce qui est intéressant avec WhatsApp, on en parlait, c'est le taux de réussite, les taux d'opt-in, les taux d'ouverture qui sont effectivement beaucoup plus importants. Donc, on passe en essai GDPR compliant. Donc, on passe sur cette phase de collecte d'opt-in et après, effectivement, donc, les taux d'opt-in sont déjà supérieurs, les taux de vue et les taux de conversion également bien supérieurs à un canal qui marche encore, qui est l'email, mais qui est un peu plus, j'ai envie de dire, traditionnel. On a affiché pour vous quelques exemples de WhatsApp. Ce qu'il faut juste en fait retenir, c'est que WhatsApp nous permet finalement d'avoir une conversation avec nos clients, peu importe le cycle de vie client. Donc, on vous a partagé des cas d'usage autour de comment on peut convertir des visiteurs en abonnés, comment on va pouvoir influencer des paniers qui vont être abandonnés. On aime bien s'il y a des retailers qui nous écoutent aujourd'hui et on a aussi des cas d'usage en dehors de la partie pure e-commerce, mais de jouer avec cette notion en automatique de baisse de stock, de retour en stock, de seuil de stock notamment et de baisse de prix. Donc, on en parlait avec la conjoncture actuelle. Ce qui est important côté Insider, c'est de pouvoir finalement libérer de la bande passante pour nos clients, donc pour vous qui seriez utilisateurs de la plateforme. Donc, comment je vais pouvoir finalement automatiser mes campagnes de replenishment, on en parlait, et donc aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est pour le côté innovation sur le commerce conversationnel et de se dire que demain, si ça vous intéresse, Insider pourrait vous intéresser à vendre via le canal WhatsApp, donc sans devoir finalement à aucun moment retourner sur le site web et donc d'avoir des offres qui soient personnalisées en fonction d'une interaction qu'on a. Ça m'intéresse, voilà les fiches produits, voilà ce que je recherche. Donc, une recommandation de produit et ensuite d'avoir simplement un lien qui nous permet de procéder à l'achat. Et sur le chemin, parce que c'est très important dans les programmes de fidélité, de pouvoir réactualiser des datas qu'on a sur nos clients. On le voit bien sur ce canal, sur ce canal dans le secteur du luxe ou dans les apps de clienteling, majoritairement ce qu'on appelle les client advisors, communiquent via WhatsApp ou via text message avec leurs clients. Et voilà, et on a des taux de croissance de vente via les apps de clienteling de plus de 30%. Donc, c'est le nouveau canal d'interaction pour moi et de vente qui fait quasiment du conversational commerce. On pourrait appeler ça comme ça. Et ça marche en effet très, très bien. Cindy, une question que nous avons reçue sur WhatsApp. Sommes-nous limités en volume de groupe contact? Non, absolument pas. Absolument pas. Et donc, ce que je vous propose également, c'est de prendre en photo ce QR code et vous pourrez directement avoir accès à notre bibliothèque de templates. Et vous verrez, ce ne sont pas que des cas d'usage qui sont dans le e-commerce. Je regarde le temps qui passe. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir vous délivrer finalement plutôt du snack content sur les différentes tactiques qu'on avait prévu de vous proposer avec Bertrand aujourd'hui. Donc, sur la partie WhatsApp, on était sur le segment, en tout cas sur le facteur clé de succès qui était ultra accessible. Si on revient sur ce que tu as dit, Bertrand, donc l'ultra contextualisé, donc notamment avec les cas d'usage sur la météo, sur comment je connais mon utilisateur. Donc, ce qui est intéressant avec Insider pour les gens qui ne nous connaissent pas encore, c'est notre capacité finalement à pouvoir réconcilier, quand on est un retailer par exemple, la data offline et online et surtout de pouvoir jouer dans notre segmentation sur plus de 120 points de data. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on va pouvoir justement en automatique, parce que l'enjeu pour moi, et tu me dis si je me trompe, c'est effectivement comment je limite l'interaction humaine dans la création de mes programmes, tout en étant très pertinent dans les messages, dans les offres, dans les recommandations et en étant très pertinent sur le canal. Ce qui va être différenciant sur ce slide-là, au-delà de se dire qu'on peut savoir en fonction du type de device, de la météo, de la ville dans laquelle je me situe, de pouvoir jouer en plus des scorings que pourrait faire un Equancy, donc sur, j'ai envie de dire, des éléments très prédictifs online avec des momentum. Et je crois que quand on avait préparé l'interview ensemble, tu me disais justement que souvent le moment l'emporte sur le segment. Oui, c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Tout le travail de la data aujourd'hui consiste à identifier l'état d'esprit, le moment client finalement dans lequel il va commencer son désir d'achat.
Et donc, une navigation sur une page web, un clic dans un email, l'exploitation d'une fréquence d'achat, un travail de replenishment. On essaie, avec toute la data qu'on a, de détecter finalement ce moment client. Et si on arrive à le détecter, eh bien derrière, je dirais l'usage, l'exploitation de ce moment pour aller proposer justement le bon produit, la bonne offre. Donc, on fait en sorte que le territoire, que la carte data ressemble le plus possible au territoire et à la carte mentale de nos clients, de façon à détecter ce moment-là et saisir. Et cette smart segmentation sert justement à ça, à mettre finalement plein de capteurs pour éviter de rater ce moment d'achat ou de réachat du client. Absolument. Et derrière de lui pousser justement le bon produit, la bonne offre sur le bon canal. Et la bonne nouvelle pour les auditeurs aujourd'hui, c'est que cette probabilité d'achat, on est capable de pouvoir la prédire et de l'appliquer sur du client existant logué. Mais en tout cas, chez Insider, également, quand on est un petit peu plus en amont dans son cycle de vie client, également sur du visiteur anonyme qu'on ne connaît pas encore. Alors, il nous reste 5 minutes pour développer quelques tactiques. Donc ensuite, l'objectif, c'est juste de se dire d'adapter ces parcours et d'avoir un outil d'orchestration tel qu'Insider pour vous permettre finalement de pouvoir communiquer et d'avoir les bonnes interactions en fonction du comportement client et de ce qui l'intéresse. Et enfin, on avait sur le 3e pilier que tu as décrit, donc l'ultra simplicité. Donc, l'ultra simplicité veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'un angle qui nous semblait assez frais avec Bertrand, qui est effectivement l'email dynamique. Ouais. Et la bonne nouvelle pour tous les aficionados de l'email, où on a enfin encore retrouvé la cure de jouvence, on va dire, de l'email grâce à l'email dynamique. Alors, ce qu'on appelle l'email dynamique, pour les gens qui ne le savent peut-être pas, c'est effectivement, donc, ça repose sur une technologie qu'on appelle l'AMP, donc Accelerated Mobile Pages, qui est une technologie qui est développée par Google. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire, au-delà des phrases qu'on peut afficher pendant ce webinaire? C'est qu'on va pouvoir afficher du contenu dynamique, animé directement dans vos emails. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer directement des exemples. Mais juste avant, s'il y a un chiffre à retenir, ce serait peut-être sur la conversion. Est-ce que tu souhaites le commenter? Ben, le chiffre parle de lui-même. Il y avait plusieurs chiffres. On s'est dit avec Cindy, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. En moyenne, on l'a vu dans le retail notamment, un email converti en moyenne entre 1 et 3% dans le meilleur des cas. Grâce à l'email dynamique, en effet, on est capable de multiplier par 7. Les premières études sont plutôt encourageantes, ce fameux taux de conversion. Pourquoi? Parce qu'on fait tout dans l'email. Donc, en effet, voilà, donc saisissons-nous tous de cette nouvelle techno, commençons à tester sur différents sujets. Et je crois que Cindy, tu as plusieurs cas d'usage à nous présenter sur le… Voilà. Absolument. Donc, quand on parle d'email dynamique, ça nous permet effectivement d'aller réaliser un certain nombre de cas d'usage en utilisant donc, soit une option qu'on appelle de carrousel, extrêmement puissante pour aller pousser de la bonne recommandation produit, et encore une fois, directement dans l'email, sans jamais devoir à aucun moment sortir de l'email qu'on reçoit. On a effectivement toute la partie accordéon qui va intéresser donc, toutes les personnes qui sont sur un secteur un peu plus travel ou formulaire, donc de se dire que j'ai la capacité de réserver un créneau, un voyage, encore une fois, avec des blocs qui vont s'afficher en fonction de mon comportement et donc directement dans mon email. Donc le formulaire, on en a parlé, et donc de se dire que je peux même aller jusqu'à obtenir également du MPS de la part de mes clients. Là, on vous a mis un exemple de réservation, donc qui est plutôt assez frais et donc qui apporte en tout cas des très beaux taux de conversion, puisque encore une fois, ça évite de devoir aller ou sur l'app ou de devoir sortir de son email. Pour terminer en fait ce webinaire, les amis, on avait envie également de mettre quelques bonus. Tu parlais de gamification, Bertrand, en introduction, et notamment de l'importance de pouvoir collecter de la first et second party data. Donc, ce qu'on a choisi également en termes de cas d'usage, c'est de vous montrer en tout cas sous un prisme loyalty, donc fidélité, donc des petites tactiques que vous pourriez avoir envie de poursuivre ou de mettre en place. Donc, comment finalement je vais pouvoir aller hyper personnaliser. On est toujours vraiment sur cet enjeu-là. Mon wording, l'offre que je vais mettre en avant, de vraiment en tout cas pouvoir créer ce relationnel avec le client. Et donc, si on est sur une phase un petit peu plus en amont, donc comment je vais pouvoir finalement déjà travailler ma collecte d'opt-in. Donc, sachez que chez Insider, on a des templates d'expérience, donc c'est-à-dire des expériences qui sont prêtes à l'usage, qu'on peut customiser également, puisqu'on a parfois des marques qui ont envie d'avoir un univers avec
DNA, avec leur ADN, pardon, qui soit un peu plus poussé. Donc, on a la capacité également de pouvoir le faire. Et donc, de se dire que grâce à ce jeu, ça va incentiver les personnes. Les cas d'usage qu'on peut avoir donc, sont dans la cosmétique, pour différents retailers, mais également dans le domaine du FMCG. Et ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir l'utiliser à des moments assez clés. Je vais peut-être, pour illustrer mon propos, repenser à des marques de cosmétiques qui le font, donc, par exemple, pour leur anniversaire, donc les 20 ans. Ça peut être également des jeux pour mettre en avant certaines valeurs de la marque. Yves Rocher l'avait fait dans d'autres pays, pas forcément en France, mais voilà, en quelle année a été créé Yves Rocher. Donc, ça permet effectivement, en plus de pouvoir communiquer sur les valeurs et sur l'histoire de la marque. Et donc, en tout cas, voilà, de pouvoir finalement utiliser ces tactiques-là à des moments clés. Quand je disais, c'est notamment sur du peak season. Là, on va y arriver avec le moment des soldes là, qui va se préparer et donc à la rentrée, et de se dire qu'avec tout le trafic qui va venir sur votre site internet, de comment je fais pour finalement, au-delà de juste avoir une petite pop-up ou un petit message qui me permet de collecter l'opt-in, de donner finalement envie et de créer cette, j'ai envie de dire, cette relation avec nos clients. On vous fera parvenir la présentation, donc c'est encore finalement différents cas d'usage sur de la gamification. Et peut-être pour conclure ce webinaire, comme ça on sera on time, qu'est-ce que nos amis devraient retenir aujourd'hui pour toi, Bertrand? C'est un peu ce qu'on a expliqué, hein. Il y a toujours 3 dimensions qui sont historiques dans la fidélité client et qu'il faut adresser. La première, c'est la dimension rationnelle. Voilà, j'en ai pour mon argent, j'ai un avantage concret, tangible à échanger avec une marque. La deuxième dimension, c'est la dimension émotionnelle, c'est la part de séduction, la part de cœur. J'aime cette marque, elle me plaît, il faut toujours travailler sa séduction, et Dieu sait si c'est dur pour une marque, mais pour les individus, c'est pareil, j'allais dire. Et puis la troisième, c'est cette dimension relationnelle. C'est-à-dire comment je capitalise finalement sur l'histoire relationnelle qu'un client a avec la marque, sur ses achats, sur ses boutiques préférées, sur ses canaux de lecture de la marque, sur les contenus qu'il a envie d'échanger ou qu'il partage avec ses proches. Et donc, voilà, il y a ces 3 dimensions, mais derrière, on voit qu'il faut, pour que ces 3 dimensions vivent, s'expriment et finalement les scénariser de la façon la plus simple et la plus accessible et la plus contextualisée possible avec les clients, il faut des tactiques. Et je trouve que c'est ce que fait très bien Insider, en proposant en effet, bien pour la simplicité, le fait de rester dans l'email et de ne pas aller sur la landing page, se connecter, etc., aller dans son espace client pour aller se qualifier. L'usage de la smart segmentation pour détecter ce fameux moment client et rebondir de la façon la plus pertinente possible au moment où finalement le client est en mode « tiens, il faudrait que je rachète ça ». Et puis, en effet, en ouvrant à chaque fois des nouveaux canaux malins, simples, qui font partie aussi de notre quotidien. Je pense qu'à titre individuel, on a tous quelques groupes WhatsApp dans notre mobile. Et quand on le met aussi à disposition de la marque, ça crée encore une intimité relationnelle plus forte. Et aujourd'hui, je trouve ça extrêmement gagnant. Et c'est ce que les marques se doivent aussi de mettre à disposition de leurs clients pour réussir finalement à toujours occuper une place plus grande dans leur quotidien, mais j'avais envie de dire aussi un peu cette part de cœur aussi qu'elles occupent, voilà, de la façon la plus utile et la moins intrusive possible. C'est toujours voilà. Ce juste équilibre. Exactement. Absolument. Et enfin, vous l'avez promis, on va vous parler juste pour conclure sur la dernière slide de notre webinaire des anecdotes. Donc, sur la partie anecdotes, tu parlais d'introspection, ce travail d'introspection que doit faire la marque. Quand on a préparé également l'échange d'aujourd'hui, moi, j'avais été impressionnée par le travail fastidieux, dans le bon sens du terme, très positif, que vous pouvez faire en termes d'audit, justement pour vraiment comprendre quels vont être les bons produits, les bonnes offres, les clients. Et je crois que tu avais un super exemple côté Picard. Oui, ben on a travaillé en effet, l'achat alimentaire est en effet très conditionné par la météo. Hein. On mange tous des soupes en hiver et des salades en été. Bon, voilà, c'est de la palissade. Ce qui est génial, c'est quand la data permet de mesurer l'incrément sur les salades et sur les soupes. Et donc, on a cherché à étendre cette réflexion. Et voilà, notamment pour Picard au niveau national. Heureusement, les données météo aujourd'hui sont en open data, donc on peut tous aller les consulter. Et on a regardé finalement comment évoluer en fonction de la température, en fonction de la pluviométrie, l'évolution des comportements d'achat des différentes régions françaises. Voilà. C'est-à-dire les Bretons versus les Niçois versus les Strasbourgeois, voilà,
Que mange un Strasbourgeois quand il fait beau versus quand il pleut ou qu'il fait froid? Que mange un Niçois quand il fait beau ou quand il fait froid? Que mange un Breton? Bon, il pleut souvent, mais il y a souvent aussi du soleil quand la pluie s'arrête. Voilà. Et donc, on a trouvé voilà, ce que mangeaient les Bretons quand il faisait… quand il pleuvait abondamment, on a remarqué que sur tous les crustacés, en fait, il y avait une augmentation par rapport à la moyenne, on va dire, nationale. Dès que la pluviométrie est élevée, on va dire que le consommateur picard breton se rabat sur les crustacés voilà, en Bretagne. Voilà. Je trouvais ça assez rigolo. Donc voilà l'anecdote qu'on voulait partager avec vous. On a tenu le timing pour les gens qui veulent encore passer 2-3 minutes avec nous. On va pouvoir prendre des questions, on va pouvoir libérer le reste de l'audience. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez appris des choses, que ça vous a permis en tout cas d'ouvrir des perspectives sur certains sujets. Et nous, avec Bertrand, on reste à votre disposition si vous avez la moindre question. On a reçu effectivement deux questions. Je pense qu'on aura peut-être le temps d'en traiter quelques-unes. Vous avez suscité l'intérêt. Est-ce que vous avez aimé le duo? Est-ce que les gens ont aimé le duo déjà? C'est important. Ah oui. Sinon, la boîte de chat. On va revenir la prochaine saison. A priori, oui, je vois un petit pouce levé. Plusieurs, même, semble-t-il. Oh, des cœurs, des pouces, quel succès. Donc, quelques questions, du coup, on va peut-être essayer d'en traiter à nouveau deux ou trois avant la fin de la session. La première, c'est, est-ce qu'on peut résumer quelles sont les grandes étapes à respecter pour lancer son programme de fidélité? Alors, alors, comme ça, rapidement, quand on construit, je dirais, l'ossature d'un programme de fidélité, il y a en effet plusieurs choses à bâtir. La première, c'est de définir l'objectif du programme de fidélité. Voilà, parce que souvent, bien évidemment, on va dire fidéliser les clients, mais ça peut prendre, déjà avant de fidéliser les clients, il faut construire sa base de données. Et souvent, la carte de fidélité est le premier levier pour aller accroître la volumétrie, la qualité, les opt-in, la granularité, la qualité des données. Et on pourrait donner en premier objectif, en année 1, pour objectif à son programme de fidélité, par exemple, d'augmenter le volume de clients contactables, voilà, et traquer les données. Et à partir de là, la connaissance client, on va pouvoir définir les comportements d'achat des clients et du coup scénariser, je dirais, un peu des leviers. Mais bon, donc clarifier les objectifs. 2, bien évidemment, le sujet de la mécanique de récompense. Qu'est-ce qu'on veut proposer à nos clients? Et donc ça, on va la bâtir sur ce fameuses 3 dimensions de la fidélité client, rationnelle, exemple une mécanique à points ou de cashback ou des réductions à partir de X montant d'achat. La dimension émotionnelle, ça va être toutes les expériences, les exclusivités, les choses qu'on va scénariser en preview aux clients. Et cette dimension relationnelle, eh bien, ça va être reconnaître le client à chaque fois qu'il interagit avec la marque et donc jouer sur la personnalisation. Donc, cette mécanique, elle va se construire de ça. Ensuite, il y a la mécanique d'inscription au programme. Là aussi, il faut qu'elle soit la plus aisée et la plus simple possible. Et puis, est-ce que le programme est ouvert à tous et gratuit? Voilà, c'est le cas aujourd'hui de 85% des programmes de fidélité, mais il y a 15% des programmes de fidélité qui sont payants ou qui sont réservés seulement aux meilleurs clients de la marque. Est-ce qu'on sait s'il y a une best practice? Est-ce que c'est mieux de faire payer ou pas? Ça dépend des objectifs. Soit on a une poignée de clients qui est très, très contributeur au chiffre d'affaires de la marque. Et donc, ça, on peut réserver aux clients très premium parce que c'est ceux-là qu'on veut garder à tout prix. Et on a une espèce de 20-80. On a 20% de clients qui font 80% du chiffre d'affaires. Et donc, on va absolument les garder à bord. Et dans ce cas-là, réserver son programme de fidélité. Soit l'enjeu, c'est plutôt d'avoir plein de data pour justement derrière aller scénariser de la personnalisation, être beaucoup plus pertinent avec chaque client dans nos interactions avec lui. Et là, on a plutôt intérêt à l'ouvrir à tous. Et derrière, on a un sujet de monétisation aussi de la donnée qui est extrêmement intéressant, sur lequel se penchent de plus en plus de marques, notamment dans le retail. Il n'y aurait pas de retail média aujourd'hui si tous les distributeurs n'avaient pas mis en place un programme de fidélité qui permet de traquer le moindre achat de chaque client. Donc, encore une fois, ça dépend, la best practice dépend de l'objectif fixé par la marque. Ensuite, le quatrième pilier, ça va être les prises de part, tous les services et les avantages. Voilà, on a construit donc la mécanique d'inscription, la mécanique de récompense, on a clarifié les objectifs du programme. Ça va être avantages, services, privilèges sur chaque segment client. Voilà. Il faut toujours imaginer ces clients sur une pyramide. Donc, on a des nouveaux, des occasionnels, des fidèles et des ambassadeurs. Et tout le monde n'attend pas les mêmes choses. Plus on monte,
Je dirais au début, on attend plutôt de la récompense. Deuxième niveau, plutôt on va dire de la reconnaissance. Et troisième niveau, les clients voilà, qui viennent régulièrement chez vous veulent vivre une véritable romance, hein, c'est le fameux 3R de la relation avec la marque. Donc, il faut définir des avantages, des services, des privilèges à chaque segment. Ensuite, on va animer les prises de parole de la marque parce que si je m'inscris à mon programme, eh bien, j'ai envie que mon programme communique avec moi sur où est-ce que j'en suis dans ma progression de mes défis chez Wahoo avec Auchan, de la consommation de mes points et de l'incitation à burner. Donc, ça va être toutes les prises de parole du programme. Et ensuite, le dernier sujet, ça va être les KPI, les indicateurs, puisqu'on va bien traquer. Donc, rechallenger son set de dashboard clients et d'indicateurs clients pour être sûr qu'on monitore bien le programme. Et puis, le dernier exercice, qui est encore deux, pardon, c'est l'impact technique. Voilà, ça, c'est très important. Voir sur les systèmes, le client, il passe sa carte, il faut le reconnaître. En e-commerce, est-ce que ça marche? En boutique, est-ce que ça marche? Donc, l'impact technique sur ça, quelle est la solution, le moteur, on appelle dans le jargon le moteur de fidélisation qu'on va choisir et qui va impacter un peu les outils MarTech de la marque. Et puis, généralement, nos clients nous demandent aussi le business case, c'est-à-dire combien ça coûte, combien ça me rapporte, et faites-moi l'exercice sur 3 ans. Ouais, combien de TP pour animer le programme. Donc, voilà, c'est une série de… Et quand on a répondu à ces 8 piliers, eh bien, on a à peu près, je dirais, tout ossature pour lancer son futur programme de fidélité. Merci Bertrand. Tu sais pourquoi je souris? Parce que Julia a précisé en introduction que j'avais une double casquette donc sur la stratégie commerciale et la stratégie de partenariat. Et cette ossature que tu as extrêmement bien détaillée sur les 8 piliers, en fait, je l'utilise en fait pour construire mes programmes de partenariat, donc un peu de fidélité avec les agences et avec mes partenaires. Donc, très, très bien. Super. Et je crois qu'il y a une deuxième question, Julia. On a effectivement encore quelques questions, donc essayons d'en prendre un maximum. Une question de nouveau sur le temps nécessaire au déploiement d'une stratégie. Et cette fois, c'est combien de temps pour lancer une stratégie de messaging sur WhatsApp? Ah, ça, c'est pour toi. Alors, pour moi, il va y avoir, un peu comme tu l'as dit, donc les objectifs, c'est-à-dire quels vont être les cas d'usage, donc l'aspect, on va dire, très business. Et ensuite, il va y avoir un aspect beaucoup plus technique, donc comment on fait en sorte de pouvoir être bien référencé côté WhatsApp, de pouvoir, j'ai envie de dire, faire tout ce travail d'interface avec WhatsApp pour justement, parce qu'on ne peut pas avoir n'importe quel message qui peuvent être validés par WhatsApp. Donc, il faut maîtriser ces codes de communication, ces templates. Donc, ça, c'est notre expertise côté Insider. Et à partir du moment qu'on a collecté les opt-in, ça commence directement. Donc, j'ai envie de dire que dans les 2 premières semaines, si on a la bonne réactivité côté client, on est capable finalement de commencer à collecter des opt-in. Voilà, qui est enthousiasmant. Allez, je pense que nous avons le temps de prendre une dernière question qui traitera d'un sujet complètement différent des deux qu'on vient de couvrir. Donc, pour l'AMP, faut-il prévoir de produire des contenus additionnels ou peut-on réutiliser l'existant? On peut. Par exemple. Les deux sont possibles, mais on peut complètement réutiliser l'existant. Et c'est tout l'intérêt finalement de pouvoir le faire. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a parfaitement tenu le timing. Encore une fois, merci à tous les deux pour la qualité de votre intervention. Je redis un grand merci également à l'ensemble de nos participants. Donc, vous recevrez le replay probablement demain ou plus tard lundi. Et je vous invite à nous recontacter, Equancy ou Insider, si jamais vous souhaitez creuser certains sujets, avoir plus d'informations, plus de détails. Merci à tous. Super. Merci. Bonne journée. À la prochaine. Merci Au revoir. Bertrand. Ciao. À bientôt. Bonne journée. Merci.